Ce que je voulais faire d'abord, et que je ne ferai finalement pas, c'était d'étudier l'influence de certains romans de Maurice Renard sur le projet, un projet scientifique actuel, qui m'aurait inséré encore plus directement dans la période visée par le colloque. Mais il y avait une excroissance à ce moment-là qui était l'analyse des modes multiples de l'anticipation dans le projet scientifique qui a pris les devants et qui en est venu occuper toute la présentation. Donc, c'est cette excroissance-là que je vais vous présenter aujourd'hui, en espérant qu'elle ne soit pas trop monstrueuse. Mais je sais qu'on aime bien les monstres ici. J'ai vu le thème, entre autres, de la séance de demain matin. Donc, ce ne sera peut-être pas si étrange que ça. Et sans plus tarder, je vais commencer en évoquant deux projets apparentés qui vont installer une portion du décor de ce qui va suivre. En mai 2012, je vais aller y revenir dans le temps, c'est une excroissance temporelle, surtout, vous allez voir. Donc, en mai 2012, il y a des chercheurs des universités de Glasgow et de St. Andrews qui ont lancé le projet « What Scientists Read ». Grâce à des scientifiques écossais s'étant portés volontaires, il s'agissait d'évaluer l'influence de leur lecture littéraire sur leur carrière scientifique, y compris sur leur choix de sujet d'étude. C'est un projet qui est toujours en cours, qui n'a pas encore trouvé ses conclusions définitives, mais qui existe sous la forme de billets qui construisent progressivement un corpus. Et dans la même veine, l'Université de Cambridge a lancé en 2015 une série de films intitulés « Novel Thoughts », dont l'objectif rappelle celui dont je parlais tantôt, mais qui prend la forme d'entretien filmé. Et le descriptif du premier épisode comporte une phrase qui est à la fois très simple et complexe, qui en dit long sur les origines du projet et qui risque fort de faire sourciller certaines personnes ici. Je le cite. Donc, « Literature and science may seem like opposite ends of the spectrum ». Donc, l'opposition présumée de la science et de la littérature est atténuée ici par le « seem », qui atténue un peu le propos, mais il y a lieu de s'interroger sur la nature de l'opposition en question. Est-ce qu'on oppose ici la pratique de la science et de la littérature, leur réception, voire leur contenu? La suite du texte de présentation décrit, pour mieux la remettre en question, la soi-disant opposition entre le monde précis, je cite les termes employés, des scientifiques, et le fouillis. C'est « messy realm », l'expression anglaise, donc une espèce de règne désordonné de l'imaginaire. C'est clair qu'on veut critiquer cette soi-disant opposition-là, mais on sent que c'est un projet qui se fait l'écho d'une posture tenace selon laquelle science et littérature auraient bien peu à se dire. Et ça, c'est clair que ce n'est pas le point de vue que je vais revendiquer aujourd'hui. Mais quelles que soient leurs limites ou leurs partis pris, de tels projets ont l'intérêt d'interroger le rapport entre la science et la littérature par l'autre bout de la lorgnette, pour ainsi dire. Non pas en cherchant de la science dans la littérature, mais des traces de la littérature dans la science. On ne se retrouverait pas devant, et là je vais citer quelqu'un qui va se reconnaître, la littérature à l'éprouvette, mais la science à la bibliothèque, si je peux le dire comme ça. Donc les rapports entre l'actualité scientifique et les fictions littéraires sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît, dans la mesure où ils empruntent plus d'une direction. Il est presque toujours question d'influence, ou à tout le moins d'écho d'un discours sur un autre. Il arrive régulièrement, bien sûr, qu'un roman propose un commentaire sur un projet scientifique passé ou contemporain dans l'exercice même de sa mise en intrigue, comme chez Verne, Wells et bien d'autres. Et il peut devenir intéressant à ce moment-là d'étudier l'œuvre littéraire à la lumière du projet scientifique qui, à certains égards seulement, bien entendu, l'a rendu possible, qui, plus largement, a fourni des thèmes et des termes, voire des personnages permettant de mieux le comprendre et le décrire. La science-fiction offre un terrain particulièrement fertile pour ce type d'analyse, même quand sa dimension anticipatoire n'est qu'implicite, et la littérature en général, comme le suggère Jean-François Chassé, met volontiers à l'épreuve le scientifique de plusieurs façons. Par rapport à l'approche plus balisée qui traque la science dans la littérature, les deux projets évoqués en introduction procèdent en sens inverse, parce qu'ils interrogent les scientifiques à partir de la littérature. Il y a des ouvrages destinés à un large public, comme ce qu'on voit ici, Different Engines. Le sous-titre est plus important, How Science Drives Fiction and Fiction Drives Science. C'est souvent ce deuxième aspect-là qui satisfait moins, parce que c'est plus simple de repérer de la science dans la littérature que de la littérature dans la science, parce que c'est des discours qui se croisent surtout de façon externe. Donc les traces de la littérature dans la science sont parfois très diffuses dans les projets dont je parlais tantôt, ne relevant que d'un plaisir de lecture qui aurait eu une influence souterraine sur le travail scientifique subséquent, ce qui n'est pas tellement substantiel.
Mais la littérature a parfois un impact plus direct, que ce soit comme déclencheur de vocation ou comme tremplin pour de nouvelles pistes de recherche. Je donne un exemple relevant du deuxième projet dont je parlais tantôt, dans lequel le Dr. Amy Melton montre comment Requiem for a Dream de Hubert Selby a orienté son étude des dépendances. Il y a quelques autres exemples de ce type-là. Et c'est cette piste que j'ai envie d'explorer aujourd'hui, non pas en accumulant des palmarès littéraires construits par des savants, mais en m'attardant à un projet scientifique et aux voies multiples par lesquelles l'anticipation s'est frayé un chemin jusqu'à lui, en lui aussi, jusqu'à le dépasser. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer sur plusieurs temps à la fois aujourd'hui. Les analyses confrontant des textes littéraires et des textes scientifiques s'effectuent le plus souvent d'une manière externe, dans la mesure où on compare des corpus qui ne se croisent pas autrement que dans l'analyse elle-même. Et là, je parle vraiment de la présence de la littérature dans la science. Parce qu'en général, les scientifiques soit ne connaissent pas ou ne font pas ouvertement référence aux fictions dans leurs travaux. Et ce n'est pas dans le but de leur en tenir rigueur aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est moins fréquent. Donc, j'aimerais aujourd'hui ajouter une troisième et bien étrange variable dans ce rapport entre anticipation et réalisation, le cas d'un scientifique de chair et d'os qui assume pleinement ce qui le relie à des fictions antérieures. Tandis que la plupart des scientifiques de pointe, dont les travaux rappellent ceux des savants de la littérature, montrent une certaine gêne à faire l'objet de telles comparaisons, c'est sûr que s'agissant pour la plupart de savants fous, on peut le comprendre assez facilement. Le neurochirurgien Sergio Canavero, quant à lui, est souvent fort à l'aise avec de tels rapprochements. Il se sert même explicitement de récits d'anticipation dans son œuvre scientifique, dont je parlerai tantôt, tant dans des articles spécialisés que dans des textes de vulgarisation, destinés à un très large public. Et si de tels échos de la littérature du passé dans un projet scientifique ultérieur sont loin d'être inédits, les exemples que j'évoquais en introduction le montrent bien, la prise de conscience du scientifique, quant à elle, l'est un peu moins. Et bien que ce point de vue sera nuancé, j'aimerais déjà émettre une hypothèse. Non seulement le docteur Canavero peut-il être compris comme un personnage de feuilleton, à bien des égards, selon à peu près toutes les indications, il se comprend lui-même comme tel, comme si sa dette à l'égard de ses prédécesseurs scientifiques était moins grande que ce qu'il doit à des personnages de pure fiction. Donc, je vais faire aujourd'hui le pari de m'installer entre la science et la fiction, sans toutefois les mêler. Je vais mettre carte sur table, là, on n'est pas dans des faits alternatifs aujourd'hui. C'est deux approches complètement différentes, mais qui se croisent quand même souvent. Je vais le faire en développant différents degrés d'anticipation qui visent le projet de Canavero, selon qu'il est question de son discours, sur lequel je vais insister brièvement, des fictions antérieures à son projet, certaines qui relèvent explicitement du genre de l'anticipation, de ses précurseurs scientifiques et, finalement, des fictions qu'il a influencées. On peut y voir autant de dialogues, parfois entre la science et elle-même, mais plus souvent entre la science et la littérature, voire entre le passé et le futur. Donc, je vais, entre autres, utiliser des captures d'écran d'articles publiés sur le web parce que je m'intéresse beaucoup à la couverture médiatique de ce projet-là, et aussi parce que Canavero, en neurochirurgien 2.0, il a beau se projeter dans le futur, plonger dans le passé aussi, il mise énormément sur le présent et la diffusion instantanée de l'information. Donc, je vais jouer dans cette stratégie-là un petit peu. Donc, je vais résumer brièvement un projet qui est actuel. Donc là, je sens que je sors de la période visée par le colloque, mais vous allez voir que je vais y revenir tantôt. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet-là, le docteur Sergio Canavero, qui existe bel et bien, encore une fois, peut être difficile à croire parfois, promet une première greffe de tête humaine d'ici la fin de 2017, au début de l'année prochaine. Ce qui me semble serait plus judicieux. 2018, c'est le 200e anniversaire de Frankenstein. Ce serait le meilleur moment. Je vais revenir sur Frankenstein tantôt. Il a commencé à parler du projet dans un article savant publié en juin 2013, dont vous trouvez le titre ici, avec Heaven, quand même, pour commencer, ce qu'on joue sur un symbolisme fort. Les termes mêmes du projet posent problème depuis le début, parce qu'au sens strict, il s'agit d'une greffe de corps, dans la mesure où ce qui est reçu et donné, c'est le corps. Ce n'est pas une tête qui est donnée à quelqu'un d'autre, c'est la tête qui reçoit un autre corps, mais l'expression greffe de tête a fait date. Un premier volontaire, le russe Valéry Spiridonov, s'est signalé dès avril 2015, et des travaux préliminaires controversés ont été pratiqués sur des animaux, surtout sur des souris et des singes. En janvier 2016, par exemple, on a fait circuler la photographie d'un singe hybride ayant reçu un nouveau corps. Puis ça avait choqué d'ailleurs, parce qu'on avait diffusé la photo avant que les articles aient été publiés, ce qui n'est pas habituel en science.
Si le projet reçoit une couverture médiatique relativement régulière depuis, les nouvelles informations sont assez rares. On peut remonter en novembre 2016 quand on parlait d'un logiciel de réalité virtuelle permettant aux futurs greffés d'apprivoiser la vie avec un nouveau corps. Ce qui n'est pas simple à faire parce que c'est assez inédit comme situation. Et la semaine dernière, juste comme pour mettre des bâtons dans les roues de mes trucs ces temps-ci, on a repoussé de quelques mois la date butoir. Mais comme je le disais, c'est judicieux. Et sous-entendu que la chirurgie serait fort probablement réalisée en Chine avec un autre volontaire qui serait chinois. Mais ça, c'est... Parce qu'habituellement, on en entend parler régulièrement, il y a peu d'informations nouvelles qui filtrent. Donc, le discours du Dr Canavero annonce, promet, anticipe. Il se décline sur plusieurs tribunes. Il y a d'abord les articles scientifiques publiés dans des revues savantes qui décrivent le projet d'une manière plus technique, les textes et les conférences de vulgarisation destinées à un public un peu plus large, et enfin une couverture dans les médias de masse, qui, à mon sens, est aussi intéressante, sinon plus. Il en va notamment de l'état du projet dans ces textes-là, qui restera en puissance au moins jusqu'à la fin de cette année, et malgré certaines réalisations préliminaires, dont les tests dont je parlais tantôt, Canavero s'en tient surtout à des annonces, voire à des promesses. Et il s'appuie aussi sur d'autres discours qui brouillent eux-mêmes la frontière entre la science et la littérature d'anticipation. Je vais très, très rapidement là-dessus, parce que là, on plonge dans un futur qui n'est pas encore avenu. Donc, à titre d'exemple, c'est associé à l'initiative 2045, dont la figure de proue est un jeune milliardaire russe, qu'on voit ici, Dimitri Etskov, qui aurait pu aussi bien être un auteur de science-fiction, quand même. Donc, sa dénomination, ce projet-là, suggère déjà une projection dans l'avenir, et le trajet vers l'immortalité, parce que c'est de ça dont il est question ici, a été balisé par 4 étapes dont se sont passablement amusés les plus cyniques. Donc, je n'approfondirai pas toutes les étapes, mais il est question de clones, de téléchargement, de personnalité, d'hologrammes, et toutes ces choses intéressantes. Donc, le degré d'anticipation le plus pertinent pour le colloque qui nous occupe concerne les fictions qui trouvent leur chemin jusqu'au projet du Dr Canavero. Depuis 2013, les commentateurs ont souvent tenté de retirer Canavero et son projet du monde de la science, pour plutôt les faire entrer dans la fiction. Surtout la science-fiction et parfois l'horreur, quand même, étant donné la nature de la greffe. Dans certains de mes travaux sur le sujet, je me suis amusé à compiler des références de ce type-là. Je vous en partage quelques-unes. Là, je vais citer souvent des journalistes, parfois des scientifiques. On touche du doigt des fantasmes que seuls les romans pouvaient se permettre de traiter. Le grand projet de Canavero n'a cessé d'irriguer les rêves des savants fous, c'est une référence qui revient beaucoup, et les progrès de la chirurgie recoupent aujourd'hui de vieux scénarios de science-fiction délirants. Et je vais terminer avec 2 de mes préférés, qui reprennent les propos de 2 collègues du neurochirurgien. Si Canavero était un plus grand cinéphile, il saurait que les greffes de tête ont tendance à dégénérer. Et enfin, Canavero agit comme le héros d'une fiction, il peut écrire un roman à ce propos et le vendre sur Amazon. Fin des citations pour l'instant. Donc, aussi expéditive soit-elle parfois, c'est parfois très rapide et superficiel, de telles observations sont pertinentes en ce qu'elles voient le projet scientifique de Canavero comme la réalisation de ce qui, jusque-là, n'aurait relevé que de la fiction, comme une anticipation réalisée. Et comme lorsqu'on aborde d'autres projets scientifiques ayant l'ambition de repousser les limites de l'acceptable, on convoque au premier chef les emblèmes de la science prométhéenne, que sont les docteurs Frankenstein pour le désir de créer la vie autrement que par les voies habituelles, ce qui amène ici à jouer à Dieu. Et il y a aussi la notion de mosaïque à partir de corps préexistants. Et le docteur Moreau aussi, surtout pour la confection d'hybrides qui seraient contre nature. Donc, et que la science, il faut que j'ajoute ça quand même, que la science semble réaliser les promesses de la fiction, c'est somme toute assez banal. Mais dans le cas de Canavero, ce qui est particulier, c'est que le passage à l'acte est rarement considéré comme un triomphe. C'est pas comme enfin la science réalise ce que la fiction a toujours promis. Bien au contraire, c'est compris comme une distorsion par rapport à ce qui est attendu et souhaité, parce que Canavero actualise après tout l'œuvre de savants littéraires dont les projets ont plutôt mal tourné pour la plupart. Mais en voilà assez à propos des commentaires sur le projet de greffe. Il faut surtout insister sur les références effectuées par le docteur Canavero lui-même. Là, il y a un rapport entre sciences et littérature qui est beaucoup plus intéressant. Donc, le rapport à Frankenstein, en particulier, est complexe et mériterait une communication à part. Il arrive, de façon, je pense, attendue, que Canavero redoute la comparaison, surtout au tout début,
Mais plus régulièrement, et surtout depuis 2 ans, je dirais, il se réclame ouvertement de la création de Mary Shelley. Il amorce son livre intitulé Head Transplantation and the Quest for Immortality, donc c'est pas caché cette ambition-là, avec l'analyse d'un assez long passage du roman dans lequel le docteur Frankenstein émet l'hypothèse que si la science hésite parfois à franchir le pas ultime vers les découvertes les plus importantes, c'est par excès de prudence, voire par couardise. Le scientifique efficace ne doit pas avoir peur d'anticiper un état de choses qui tranche par rapport au présent, et si Frankenstein n'a pas reculé dans le roman qu'il met en scène, Canavero a la ferme intention de l'imiter. Et à bien des égards, le neurochirurgien fait de Frankenstein, tout fictif soit-il, il faut toujours le rappeler, un véritable précurseur, comme si la science fictive et la science réelle se relayaient sans heurts. Et dans certains TED Talks, dont Canavero a l'habitude, il a exploité l'imagerie frankensteinienne par le truchement des adaptations cinématographiques, comme on peut le voir ici, mais il y aurait eu d'autres exemples aussi à soulever. On peut noter que le docteur Xiaoping Ren, qui fait partie de l'équipe élargie du docteur Canavero, et qui gagne en importance au fur et à mesure que la Chine prend de plus en plus de place dans le projet, entretient lui-même un rapport plutôt torturé par rapport à Frankenstein. Il a plutôt tendance à rejeter ces comparaisons, contrairement à Canavero, mais il est vraiment obsédé par ce personnage de fiction-là. Avant un entretien avec le journaliste Sam Kean pour The Atlantic, qui a donné un très long article approfondi, intéressant, il lui a envoyé un article copieusement annoté de sa propre main dans lequel on le comparait au personnage de Shelley, comme quoi il y a un malaise extrêmement profond, alors que Canavero, lui, est beaucoup plus à l'aise avec ça. Les références effectuées par Canavero transforment parfois en romans d'anticipation des textes qui, à première vue, ne relèvent pas de ce groupe. Dès son premier article, de 2013 par exemple, il se réfère à une fiction présentée comme une légende hindoue par son auteur Thomas Mann, Les Têtes interverties, publié en 1940. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce récit-là, c'est par un prodige magique qui tourne mal. Souvent, ça tourne mal les fictions qui influencent ce chirurgien-là, je ne sais pas pourquoi. Les têtes décapitées de 2 hommes ne retrouvent pas leur corps et engendrent ainsi 2 hybrides. Donc, la tête de l'un sur le corps de l'autre, et vice-versa. Ça, c'est très simplifié, c'est plus complexe que ça. Mais, bon, le court roman de Mann ne relève pas à strictement parler de la littérature d'anticipation. Il est beaucoup moins lié à la science qu'à la mythologie. Mais Canavero l'insère cependant dans le groupe des fictions qui sèment l'amorce d'une réflexion éthique sur son propre projet. Une réflexion éthique à propos de laquelle Canavero éprouve une certaine ambivalence, parce qu'au début du projet, il voulait aller au-devant des coûts, dans le fond, en annonçant déjà des écueils potentiels, mais plus ça va, plus il fait porter la responsabilité au patient lui-même, comme s'il se débarrassait un peu de ce pan-là, contrairement à la polyvalence d'un H.G. Wells, par exemple, qui, bon, parallèlement à l'écriture de romans comme l'île du Docteur Moreau, écrivait aussi des textes de vulgarisation qui approfondissaient des questionnements éthiques. Donc, comme quoi il y avait vraiment un lien très fort, alors que Canavero ne ressent pas toujours très clairement ce lien-là. Parmi les éléments qui anticipent son propre travail, Canavero identifie pas seulement des fictions, tant s'en faut, mais quelques précurseurs scientifiques aussi. Donc, s'il est de bon ton pour un éminent scientifique de souligner ce qu'il distingue de ses prédécesseurs pour mieux illustrer, voire amplifier, même exagérer son apport propre, il est également possible de s'insérer volontairement dans une lignée de découvreurs, et on intègre alors notre contribution à celle de chercheurs marquants, faisant de la recherche en cours une étape incontournable dans un parcours parsemé de découvertes. Et c'est une insertion qui permet à la fois de trouver un certain prestige en se rapprochant de scientifiques de marque et d'atténuer, selon ce qu'on espère, le caractère étrange de nos travaux grâce à cette parenté qu'on va identifier qui assure une sorte de cohérence propulsive à l'ensemble des travaux, comme si on va toujours vers l'avant et que chaque étape est liée à la suivante. Donc, comme si le passé contenait en germe le futur. Le docteur Canavero adopte régulièrement cette stratégie-là, qui pointe vers une tension qui traverse toute sa démarche, donc tout en soulignant le caractère inédit de son œuvre, parce qu'en bon savant prométhéen, c'est sûr qu'il entend aller là où nul n'est allé avant lui. Il ne peut pas faire autrement. Il se place quand même dans la foulée d'un progrès scientifique qui lui sert de tremplin et qui le propulse vers l'avant. Puis il dit des fois, d'ailleurs, la science est rendue là, moi je suis le messager, finalement. Je ne tranche pas tant que ça avec ce qui a précédé. Parmi les savants qui ont anticipé les travaux de Canavero, il y a 2 références qui sont récurrentes, tant dans ses textes à lui que dans ceux de ses commentateurs.
Et sans grande surprise, ils ont tous les deux été comparés à Frankenstein et au Dr Moreau. C'est pas tellement surprenant. Des photos choquantes, je peux faire cet avertissement-là. Donc, le Russe Vladimir Demikov, tout d'abord, ses projets comptent notamment des chiens à deux têtes et d'autres auxquels il a greffé des pattes excédentaires. Et il annonce Canavero en visant la tête, donc quand on parle de chiens à deux têtes, mais aussi par l'attention médiatique. Donc, il a été l'objet. Il y a un long article du magazine Life qui lui a été consacré en 1958. Il a essayé de se faire connaître quand même de différentes façons. L'influence du chirurgien américain Robert White, maintenant, est assez similaire. Donc, White a effectué des travaux semblables à ceux de Demikov, mais sur des singes. Et au tournant des années 70, il a transplanté la tête d'un singe sur le corps d'un autre et l'hybride a survécu entre 3 et 9 jours, d'après les sources, parce que les sources, justement, ne s'entendent pas toujours, surtout quand il est question du résultat d'expériences comme celle-là. Il a aussi annoncé que la même chirurgie serait éventuellement effectuée sur un humain. Et aussi, comme Canavero et comme Demikov, il a cherché à rejoindre un plus large public, et dans le cas de White, c'est en participant à des talk shows américains. Il était là, Johnny Carson, entre autres, à l'époque. Donc, les références à White chez Canavero procèdent à une sorte de double anticipation. Je vais juste brièvement insister là-dessus, parce que la littérature est encore une fois convoquée. Il amorce son article inaugural en se référant à White comme un précurseur, dans le sillon duquel il est très fier de s'inscrire. Mais il s'empresse surtout de rappeler une prédiction, si je peux l'appeler comme ça, de White, à l'effet que la légende frankensteinienne, je le cite en le traduisant, était en voie de devenir une réalité clinique, grâce en particulier à la possibilité d'une greffe de tête. Donc ici comme ailleurs, les chemins de la science et de la littérature semblent condamnés à se croiser. Même quand il cite un scientifique de chair et d'os, il ne peut pas faire autrement que de faire dévier ça par la littérature. Le projet d'une greffe de tête humaine participe en outre à un certain renouveau de la littérature française d'anticipation. En tout cas, vers des romans qui ne sont probablement pas considérés comme des romans d'anticipation. Il y en a un en particulier, c'est Jean-François d'ailleurs qui me l'avait suggéré en 2015. Ça a fait du chemin depuis. Donc, le roman Corps désirable de Hubert Haddad, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été publié au plus fort de l'attention médiatique consacrée au projet, Canavero, à l'automne 2015. Le livre se réfère directement au docteur Canavero lui-même, grâce à son personnage de chirurgien. Et là, je sais, je fais cette blague-là chaque fois, mais je vais la faire une dernière fois, dont le nom, c'est Cadavero, dans le roman Corps désirable, si vous ne l'avez pas lu. Donc, c'est clair qu'on s'inspire directement du vrai. On fait dévier ça en même temps par le goût pour les tombes et les cadavres, dans ce cas-ci, qui est associé souvent à l'imaginaire de Frankenstein. Puis en même temps, ça dénote quand même un regard moqueur et parodique sur ce projet-là. Donc, on suit dans ce roman-là les aventures d'un homme, Cédric Herg, qui a reçu un nouveau corps après un accident subi sur un bateau. Et c'est sûr que c'est un roman qui ne manque pas d'attrait, pas seulement si on s'intéresse au projet de Canavero, mais si on s'intéresse aussi au thème de l'anticipation. Il revient, entre autres, et moi-même, je ne sais pas pour me citer moi-même, mais c'est parce que j'ai exploité beaucoup l'imaginaire de Frankenstein en parlant de Canavero. Donc, j'accuse personne là, de jouer dans le sensationnaliste, ou peut-être que je le fais. Je m'accuse en même temps de ça. Donc, le roman revient sur cette fascination-là du scientifique pour Frankenstein, qui dit dans une page donnée, personne n'oserait nous comparer à lui, et une page suivante, au contraire, où il accepte cette comparaison-là, qui montre un peu la même ambivalence que Canavero à cet égard-là. Et ce qui est plus intéressant, je trouve, ici, c'est que s'il prend le relais de l'actualité scientifique, il projette aussi les lecteurs vers un futur possible. C'est pour ça que je le lis un peu comme un roman d'anticipation, d'une certaine manière. Donc, tandis que la première moitié est très proche du projet du docteur Canavero, la deuxième nous projette, quant à elle, dans l'avenir d'une greffe qui est encore hypothétique dans le monde réel, mais les spéculations qui concernent l'éventuel premier greffier restent encore abstraites dans l'actualité scientifique, mais dans le roman, Hubert Haddad procède à leur mise en littérature. Donc, c'est une manière de mettre ce contenu-là à l'épreuve. Et c'est clair que le livre ne relève pas de la science-fiction au sens le plus strict. À mon sens, on peut l'envisager plutôt avec des romans comme Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal, par exemple, qui dénotent une sorte de tournant réaliste dans les histoires sur le thème de la greffe. On n'est pas dans une science-fiction pure ici, mais Corps désirable rejoint néanmoins une de ses visées en anticipant ce qui pourrait arriver au projet scientifique. Et il faut souligner quand même son approche nuancée, parce qu'à maints égards, Haddad adopte un ton très critique, voire cynique.
vis-à-vis de Canavero et de son projet. Le nom qu'il lui donne ici en donne une idée. Mais il propose cependant un futur dans lequel la greffe de Canavero fonctionne. Ça, il faut quand même le souligner. Non seulement le greffon prend, mais la trajectoire du héros après la chirurgie ne correspond pas à la catastrophe anticipée par presque tous les observateurs, de sorte que Corps désirable n'est pas du tout un livre dystopique sur ce sujet-là. Donc, pour conclure là-dessus, le projet d'une greffe de tête humaine fait partie de ces projets scientifiques qui occasionnent de multiples mises à l'épreuve, pour reprendre l'expression de Jean-François. Donc, si la science a certes joué un rôle dans l'élaboration de fictions phares comme Frankenstein et l'île du Dr Moreau, ces fictions, à leur tour, aident à penser et à décrire le projet du Dr Canavero. Et ce projet-là, quant à lui, étant, entre autres, parce que c'est un projet qui est en puissance encore, dont on n'a pas déterminé le terme, nourrit de nouvelles fictions, dont Corps désirable, qui s'efforcent d'anticiper ses suites. Autant dire qu'on se retrouve devant un assez redoutable cycle d'anticipation successive, fait de science et de littérature qui, selon toute vraisemblance, n'a pas encore trouvé son terme. Merci.